briqueterie de Cancan, la usine de granit de Mania, le complexe textile de Sanoya. Il y avait un portefeuille d'entreprises qui gérait toute l'économie. On a dit, il faut privatiser ou fermer. Et cette politique était assumée par le gouvernement. Par le gouvernement. Allô? Assumée. Donc, très tôt, Erguinet, on a dit qu'il faut privatiser pour fermer. Le président Sékou Touré venait d'acquérir 3 Boeing sortis d'ici en 1981. Il y avait un Boeing 707, un Boeing 727 et un Boeing 737. Ils ont dit que les États, les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient des difficultés. Vous êtes tous jeunes, il y avait Air Zaïre, Niger Airways, Air Afrique, Air Sénégal numéro 1, Air Ivoire numéro 1. Après, il y a eu numéro 2, numéro 3, parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a encore créé d'autres entreprises, mais qui n'ont jamais prospéré. Donc, ils ont commencé cette liquidation par la vente de 2 avions. Ce monsieur Babacar Ndiaye était ministre des Transports. 2, le 707 et le 727. Il y a eu des investisseurs nigérians qui sont venus acheter. J'étais loin d'être ministre dans le gouvernement, parce qu'on était en 87, je crois. Les 2 avions étaient vendus. Ils ont dit, il faut laisser un avion pour le président de la République qui voyage. On lui a laissé le 737. Mais on n'a pas achevé la liquidation de Erguinet. Erguinet se retrouve avec un avion qui est à la fois l'avion de commandement du président et l'avion, le seul avion qui a environ 300 000 passagers, lorsque la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient à plus d'1 million de passagers. Je ne pense pas même que ça ait beaucoup changé. Donc finalement, la décision, le fonds et la banque sont revenus à la charge. Un dossier a été présenté au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de l'Erguinet. C'est dans la mise en œuvre de cette privatisation, puisque la banque a envoyé un expert pour aider 2 cahiers de charge, un dossier d'appel d'offres. L'expert était en Guinée lorsque le président, moi, m'a appelé. Je le trouve avec Elhadji Mamad Sylla. Il m'a dit, vous êtes en train de vendre mon avion? Je dis, oui, président, le conseil des ministres a décidé, on a... Je me suis opposé tout de suite devant Mamad Sylla qui a témoigné. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Le président, au point que le président s'est fâché, pensait que j'avais des conflits connus entre eux. Il y avait des conflits connus entre Elhadji Mamad Sylla et là. Le président a pensé que c'est parce qu'il y avait ces conflits entre nous que je m'opposais. Mais en réalité, c'est parce que je connaissais la complexité du transport aérien. Et je lui ai dit devant le président, j'ai dit si tu prends un Guinée, tu perds de l'argent, et le Guinée risque de disparaître. C'est trop compliqué. Bref, le président dit, s'il veut acheter, on ne vendra pas à un étranger. On lui vendra cette fois-ci. Les 2 autres, on a vendu à l'étranger cette fois. Il faut vendre à un Guinée. C'est lui qui sait comment il va se lever. J'ai dit, monsieur le président, je ne suis pas chargé de privatisation. Il y a un ministre en charge du portefeuille, au sein duquel il y a une unité de privatisation. Il dit, bon, tu le retires. Je suis sorti, j'ai informé ce camarade qui a tenté de convaincre le président. Le président a dit, c'est mon avion de commandement. Moi, je le vends à Elhadji Mamad Sylla. Je ne veux pas le vendre à l'étranger. Il a écrit un décret, il a signé, et l'opération a eu lieu. La mise en œuvre des privatisations, c'est du domaine des finances. Est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il n'a pas payé? Moi, j'ai signé la convention. Parce que d'abord, c'est moi, en tant que ministre en charge de l'aviation civile, qui gère les droits de trafic. Il fallait transférer à Air Guinée Express les droits de trafic de Air Guinée. Donc, j'ai signé, bien sûr, mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée. Puisque je ne suis pas, on ne pouvait pas me soupçonner de complaisance avec Elhadji Mamad, compte tenu, je ne dirais pas de l'animosité, mais des contradictions qui nous opposaient.
Donc, j'ai signé la convention. Mais l'opération de liquidation de Air Guinée et de tout s'est passée vraiment au ministère des Finances, et c'est lui qui devait encaisser, c'est lui qui a fixé les prix, c'est lui qui devait accepter. Je pense qu'il a payé. L'avion était déjà en Israël, effectivement, en révision ou en réparation. Donc voilà, il est important de situer d'abord l'opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'État et de privatisation des entreprises publiques, ou de fermeture, parce que beaucoup d'entreprises ont été fermées. Je ne veux pas me défendre, j'explique simplement parce que j'étais aussi un acteur, avant même d'être ministre, j'étais membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière, je sais comment les choses se sont passées. Et beaucoup de jeunes, y compris des journalistes, on était dans un régime socialiste sous cette durée. Et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer, mais qui ne fonctionnaient pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour les meilleurs. Et donc ça, cette opération est intervenue, mais il y a d'autres. Alors la question que vous allez poser, pourquoi on est remonté à 2000? Juste à 2002. Pourquoi dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption, on va jusqu'en 2002? Il faut poser la question. C'est récent, avec des témoins, et lorsqu'on a fait tomber au régime, on a bien chose pour demander, pour expliquer que lui qui a été un acteur majeur pour le bâtiment, on aura à se défendre, je me défends. Vous allez... Oui, Amadou Tim FM. Pardon, hein? On prend le nom d'une femme, le nom d'une femme. Oui, madame. Mariam Kanté, inquisiteur. Vous êtes Oui, je dis un homme. Il prend ici. l'organe de presse. Hein? Il y a Origin, Pardon? Suribinta, et son Après, Amadou. deux. Ils vont poser des questions. Amadou Tim. Attends, je note la question. Hein? Vous notez la liste d'abord. Oui, Ok. oui. Abdourahmane Diallo. Guinée 3. Guinée 3. Oui, madame. Aoulatou, espace. Guinée 3. Oui, Guinée 3. Aoulatou, espace. Bien. Ça fait 6 personnes, 6 intervenants. D'abord. Je crois qu'on va prendre ceux-là d'abord. Première série de questions. Merci. Vous pouvez vous avancer s'il vous plaît, monsieur. Kian Suleiman, Guinée-Nou. C'est celui-là qui peut. Donc, ils ont donné déjà. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Thierry Nassou. Il vous est donné un délai, c'est-à-dire le 28 de ce mois, pour libérer les lieux que vous occupez, votre domicile à Dixine. Est-ce que vous allez le faire? Sinon, comment vous allez procéder? Deuxièmement, vous avez souvent, à propos de Air Guinée, Ça ne marche pas, hein? à propos de Air Guinée, vous avez souvent évoqué une sorte de conflit qu'il y avait entre Elhadji Mamadou Sy, la présidente du DG et vous, mais vous n'avez jamais dit la nature de ce conflit. C'est quoi? Madame Soribita. Ça, c'est Tcherno de Guinée News. Je suis pas Soribita de la radio FM. Oui ou non, le président est prêt pour céder ce bâtiment? Oui et non, si je suis prêt à quitter. Ah, si, Oui. oui.
C'est pratiquement la même question que Guinée News. S'il vous plaît, lorsque Votre question est déjà posée. Merci de poser une autre pour décrire carrément votre temps de parole. Monsieur Amadou de Fils, il vient ici, sinon ça ne passe pas. C'est bon, tiens, Amadou. Monsieur le Président. Alors, Moi, je voulais savoir tout simplement à quand le déménagement. et Monsieur le Président compte rester à Dixi ou ailleurs, dans une autre commune. Deuxième question, vous avez parlé de Guinée. Vous avez parlé de Mamadou Sida. Mais même de Guinée, il y a les rails. Le vice-président qui est là est également cité dans cette affaire. Et je parle de M. Ali, à l'époque, ministre des Transports. On parle de démantèlement des rails. Est-ce qu'aujourd'hui, L'UFDG est en train d'être capté par la chaîne militaire au pouvoir ou pas? Parce que ce ne sont pas les seuls dossiers. Pourquoi l'UFDG ou les cadres sont visés? Merci. Il y a Mariam Kanté. dis-leur de venir ici. Mariam Kanté, si vous pouvez passer par là, s'il vous plaît. En fait, il y a un problème de réseau. Venez par là. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Dans vos explications, vous avez révélé les différentes dates depuis 1982 jusqu'en passant par l'élection de 2010 à nos jours. Toujours le même problème n'a cessé d'être réactualisé. Pourquoi, pendant ce temps, vous n'avez pas fait comme aujourd'hui une sortie pour vraiment finir avec cette histoire? Ma deuxième question, s'il vous plaît, je profite de l'occasion, puisque ce n'est pas un peu dans le cadre. Le président du CNRD, dans son adresse de nouvel an, avait promis qu'au courant du premier trimestre de 2022, il y aura des séries d'assises nationales et vérité, pardon. Et nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois et demi. Jusqu'à présent, on dans notre effet. Et en tant que président de l'information politique, comment vous voyez cette activité? Merci. C'est au tour de Abdourahmane Diallo. Monsieur le Président, Ousmane Kaba a dit récemment que Boeing devait être à 6 millions de dollars, que vous avez selon Ousmane Kaba à 5 millions. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la commission d'audit. Est-ce qu'elle vous a contacté en 2009? Et qu'est-ce que vous pensez de votre ami, M. Ousmane Kaba? Qu'est-ce que je pense de qui? Votre ami. Espace. Un seul. L'autre là, ça suffit? Allô? Allô, oui? Allô? Allô? Oui. Ok, mais c'est pas très bien, il ne fonctionne pas bien. Vraiment? J'aviserai. Alors, quelle est la nature des conflits avec la diplomatie là? Bon, c'est pas le moment de le dire. On était tous proches du président Conté, on ne s'entendait pas, ça arrive souvent. C'était très très tendu, mais ce n'est pas le moment de dire pourquoi ici. Vraiment, aujourd'hui on n'est pas dans, c'est pas le grand amour, mais ce n'est plus la nécessité d'entendre. Alors, la question suivante, je suis prêt à quitter. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une erreur, je ne suis pas concerné, je n'occupe pas un bâtiment du patrimoine public. Allô? Je dis donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'occupe pas un bâtiment ou un terrain du patrimoine. Allô? Vraiment, ça c'est un problème. Allô? Allô? Non, ça n'a rien de marche. Allô?
Allô? L'autre micro, Joachim. Amène l'autre là. Essaye l'autre là. Allô, allô, allô. Augmente la voix. Il faut mettre un peu plus aigu. La basse est très forte. Allô, allô, mets ici sur la table là devant chose. Allô, mets ici. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Donc il y a 3 personnes qui ont posé la même question. Je suis dans l'exercice d'attirer l'attention que je ne suis pas concerné. Parce que c'est un bien privé que j'ai acquis dans la transparence et dans le respect strict de toutes les règles et les procédures en vigueur. On peut dire que le président Condé n'avait pas le droit. Peut-être, je ne suis pas sûr si on peut contester au président Sékou Touré d'avoir attribué des terrains, au président Condé d'en avoir attribué dans le domaine privé de l'État. Nous sommes dans un quartier presque quasi populaire, là où on est. Est-ce que le président n'avait pas le droit de le faire? Peut-être la question peut se poser. Parce que nous avons connu 2 régimes différents. Il y avait le régime socialiste où la terre appartenait à l'État. C'est le gouverneur, c'est le président qui a attribué l'État. Après, nous avons passé à la propriété privée de la terre, grâce au code foncier domanial élaboré en 80. À partir de là, l'État reconnaît la propriété privée de la terre. Mais parce que vous étiez ministre ou Premier ministre, mais j'étais d'abord citoyen avant d'être Premier ministre. À combien de personnes, de citoyens qu'il a donné? Je ne suis pas là en tant que citoyen. On te donne l'autorisation de... Alors, le vice-président secrétaire général cité dans Guinée. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous savez, d'abord, les rails. Je n'ai pas vu le rapport sur les rails. Mais on m'a dit que je ne suis cité nulle part dedans. Ce n'est pas le plus important. Oui, c'est le général est cité là-dedans. Il était ministre de la privatisation de Guinée, pas toutes. C'est des questions qu'on peut se poser. Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce qu'il y a un plan de persécution, de harcèlement judiciaire, avec pour objectif d'éliminer un candidat important? On ne sait pas. Pour le moment, on s'interroge. Mais on ne peut pas ne pas s'interroger à ce stade. Et vous aussi, je vous interroger. Et merci pour vous interroger. Alors, les assises nationales. Vous savez, nous avons, je n'étais pas le seul à proposer très tôt qu'il y ait un dialogue, que les fils du pays sont dans le gouvernement. Donc, ne serait-ce qu'à ce côté, ils participent au débat. Au Tchad, qui est en transition, on a appelé même les rébellions pour participer au dialogue. Les rebelles, les mouvements rebelles sont invités à prendre part au dialogue. Nous sommes des partis légalement constitués. Et qu'on dialogue, c'est pas possible. Alors les hommes, donc les décisions sont prises. On accompagne, on conteste. Si on conteste ou on émet des réserves, on dit qu'il est contre le CND. Alors qu'on aurait pu avoir un cadre de dialogue où on peut dire, est-ce que cette décision nous paraît judicieuse? Est-ce qu'on peut la prendre par le gouvernement, par le CNT? Une telle proposition émise par un concurrent et notre parti ne me semble pas opportune. Est-ce qu'on peut l'écarter? Il y a le débat. L'absence de débat est source de conflit. Donc, nous avons demandé qu'on s'asseye. Toutes les autres transitions, il y a un dialogue à côté. Non, on n'a pas de dialogue. Alors, est-ce que les assises règlent le problème? Moi, je dis, les assises n'étaient pas nécessaires. Les seuls élus à l'intérieur, c'est les élus des communes. Mais les élus des communes, la plupart, 95%, 19%, c'est des partis politiques. Sinon, il n'y a pas de représentativité.
Vous pouvez interroger chaque citoyen. Vous pouvez poser le consensus. Oui, le peuple veut ça. C'est pas possible, ça ne sera pas n'importe quoi. C'est ça le problème aussi. Parce qu'il s'agit de chercher une légitimité pour prendre des décisions qui sont contraires aux principaux règles de la démocratie et de l'état de droit et d'imposer ça aux Guinéens. Je ne vois pas l'utilité de cette tournée, de ces assises, alors qu'on aurait pu trouver un consensus en confrontant nos différentes idées et nos différentes intentions. La valeur pénale. Vous demandez à la compagnie d'assurance à quelle valeur vous avez assuré l'avion. Les compagnies vous disent c'est pour quelle valeur. Sur Internet, lorsque vous avez un certain nombre de références, vous connaissez l'âge de l'avion, sa marque, son année de fabrication, son année de mise en circulation, et vous connaissez à peu près le nombre de vols qu'il a effectué, parce qu'un avion tout c'est donné. Vous demandez quel auteur, interrogez Internet, ils vont vous dire que c'est ça. Par rapport à ça, le prix qui était fixé n'était pas sous-estimé. J'ai dû vérifier ça à l'époque par mes services techniques. Donc, s'il dit que c'était supérieur, je ne sais pas sur quelle base il avait pris cette étude. C'est possible. L'évaluation des actifs relevait de la cellule de privatisation. Moi, pour ma acquis de conscience, j'ai vérifié l'avion, puisque là, on pouvait vérifier certaines choses, je trouvais que ce n'était pas sous-facturé. Alors, la dernière question de ma sœur, pourquoi cet acharnement? Effectivement, il y a un acharnement. Écoutez, on ne peut pas ne pas lier cet acharnement au poids politique du leader. Et je suis le leader politique, je suis. Je vous ai expliqué, vous connaissez le poids de l'UFDG, vous connaissez son poids électoral, bien sûr, sa capacité de mobilisation, la confiance dont le leader jouit auprès de la population. Vous vous souviendrez que la dernière élection transparente, c'est le premier tour. Ce n'est pas le premier tour de 2010. Le premier tour de 2010. Moi, je me suis retrouvé avec 43,76% de suffrage par affirmation. Celui qui venait après moi, c'est Alpha, il avait 18%. Mais au-delà de ça, lorsque nous avons décidé de participation à l'élection des élections de 2020, nous avons gagné au premier tour et nous avons revendiqué notre victoire jusqu'à la chute d'Alpha. Pourquoi nous avons renoncé à cette revendication? Parce que cette élection de 2020 n'était pas inclusive. Il y avait des gens qui étaient boycottés, ils étaient en dehors. Et ensuite, la junte avait promis d'organiser des élections transparentes. Et nous, pour nous, c'était une question de vérification. Nous avions tout notre dispositif de 2020 prêt pour aller aux élections. Notre principal adversaire, le RDG, sans la justice inféodée, sans les administrateurs territoriaux qui ont des militants zélés du RDG, sans les forces de défense de sécurité qui tuent nos militants, emprisonnent et nous harcèlent, nous savions que nous avons toutes les chances de l'emporter encore dans notre premier tour. Mais ça, c'est connu de beaucoup de gens. Malheureusement, c'est un handicap. Parce qu'il y a des gens, pour des raisons qui leur sont propres, ils ne veulent pas que les RDG accèdent. C'est tout sauf les RDG. Et nous craignons que ce soit que ces forces hostiles qui soient en train de manipuler le CNP, pour trouver le moyen de nous exclure par des manœuvres, l'âge, le harcèlement judiciaire auquel on est déjà exposé. C'est évident que nous nous interrogeons.
Et nous nous préparons en conséquence. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas accepter une loi qui n'existe nulle part. On ne peut pas aussi vraiment accepter que, voilà, on te colle une ardoise dans un dossier où tu n'as absolument rien fait, sauf peut-être exécuter un décret pris par le président élu de la République d'alors. Et dans l'exécution, les prix auxquels les biens, les actifs sains ont été cédés étaient relativement bons. Et nous n'avons eu aucune conclusion dans cette opération, d'autant plus qu'à l'époque, comme je l'ai dit, nous n'avions aucun intérêt d'aider, de lui, aucun intérêt d'aider. Nous avons refusé dissuader le président pour l'intérêt de la République. Voilà. Alors, donc, c'est ça. L'acharnement existe. Nous le sentons, soit à la maison de Guinée. Ça peut s'inscrire dans un plan dont on n'a pas encore peut-être tous les contours, mais il ne faut pas l'exclure. Parce que nous pensons qu'il y a des forces occultes qui essayent de pousser le CNRD à l'exclusion de certains leaders pour que leur candidat éventuel puisse l'emporter. Parce qu'aujourd'hui, la force de l'UDP, vous la connaissez. Aux élections locales dernières, malgré la fraude, malgré le hold-up, nos représentants